Électrices et électeurs de Martinique. Très bientôt, samedi 9 juin, vous aurez à choisir vos représentants qui devront siéger à l'Assemblée nationale située en France. Le choix que vous avez à faire est déterminant au regard de la situation très critique, j'ai l'habitude de dire crabique, de notre pays. Mais avant de poursuivre, qu'il me soit permis de rappeler que tout le monde se trouve logé à la même enseigne, tous les candidats et candidates, du fait que les circonscriptions ont été redéfinies, redécoupées, et que tout Martiniquais a bien le droit de se présenter partout il le veut bien en Martinique. Je me présente dans la circonscription baptisée Centre-Atlantique, une circonscription qui comprend les villes suivantes, au nombre de 5, à savoir le Lamentin, le François, le Robert, Trinité et Goumont. Je rappelle, pour ceux qui l'avaient oublié, que le François et le Robert faisaient anciennement partie de ce qu'on appelait à l'époque la circonscription du Sud. Donc c'est là que je me présente. Mais pour autant, quel que soit le lieu géographique de la Martinique, je rappelle à tout un chacun que le député ne doit pas se singulariser. Il est le député de la Martinique entière. Et au travers de mes interventions, ici, dans la Caraïbe, en France, en Europe, et dans les régions ultra-périphériques et les pays que j'ai eu l'occasion de visiter, j'avais à cœur, très objectivement, très fermement, de défendre les intérêts supérieurs de mon pays. Je l'ai fait comme je le pouvais, en surmontant énormément de difficultés, jamais avec arrogance ni impertinence, toujours avec le souci que ma voix soit entendue. Je voudrais également présenter ma remplaçante, parce que vous savez qu'on travaille en binôme. Elle est là, à côté de moi. Vous ne pouvez pas dire ni Chaton-Sac. Simplement, elle s'appelle Virginie Mian. Vous me permettrez de lire ses diplômes, parce que c'est une dame très diplômée. Bon, pour ne pas faire d'erreur sur son cursus, vous me permettrez de le lire pour ne pas oublier quoi que ce soit. Cette dame a eu son baccalauréat A1. Sachez que le baccalauréat A1, c'est un baccalauréat lettres et mathématiques à la fois. Peut-être là qu'il y a un atome crochu entre nous. Lettres et maths. Deuxièmement, elle a une licence de sciences de l'éducation, écoutez bien, option travail social. Secteur qui occupe particulièrement l'actualité ces temps-ci.
Elle a en plus un DUT, ce qui veut dire un diplôme d'études technologiques, carrière sociale, option assistante sociale. Elle est très vexée d'ailleurs en matière associative et sociale. Elle a un Master 2. Un Master 2, cela veut dire un bac, et puis encore 4, 5, des fois 6 années d'études supplémentaires. Professionnel pour l'administration, écoutez bien, et échanges internationaux, mention commerce international. Elle a ça en poche. Elle a en plus un management de projets internationaux, ce qu'on appelle habituellement IMGE. Elle a un diplôme universitaire de management territorial des services à la personne. Et puis au moment où je vous parle, là, elle est inscrite pour l'année 2012, parce qu'elle ne savait pas qu'elle aurait été ma suppléante. Elle est inscrite pour l'année 2012 en Master 2, Sciences économiques, gestion et évaluation des entreprises et des collectivités territoriales, à l'UH, à l'Université Antilles-Guyane. Ensuite, elle a un master, elle est en préparation de Master 2, ingénierie des actions d'insertion et du développement local en cours. Je tenais à vous dire ça, tout simplement pour montrer son âge, elle vous dira elle-même, que cette dame est d'origine très très modeste, super diplômée. Et pourtant elle se débrouille. Ben, je pense que la relève de ce pays, contrairement à ce que l'on dit, est assurée. Ben, faites-nous confiance. Je lui passe la parole pour qu'elle se présente par elle-même, mais qu'elle puisse ajouter des compléments à ce que j'ai dit, si elle le juge nécessaire, ou bien qu'elle développe un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, je vais dire, je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous écoutent. Comme vient de dire M. Alfred Marie-Jeanne, je suis Virginie Mian, j'ai 37 ans, je suis mère de 2 enfants et je suis issue des quartiers populaires, on les appelle couramment les quartiers prioritaires dans le cadre de la ville, de la politique de ville. Donc depuis très jeune, je me suis engagée auprès des personnes en difficulté, puisque moi-même, j'ai dans ma famille des personnes en difficulté, des personnes en situation de handicap. Mon père, à l'époque, étant artiste, il faisait des jobs, il allait regarder ce qu'il pouvait faire pour nous. Et ma mère, à l'époque aussi, était femme de chambre. Et j'avais un frère qui était en situation d'échec. Donc très jeune, j'ai pris conscience qu'il fallait relever ce défi qui venait à moi. Il fallait me prendre en charge. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'étais une personne vouée au domaine social. Donc je me suis investie, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit dans mon quartier auprès des personnes en difficulté, à tel point, depuis un certain nombre d'années, je milite au sein d'un collectif de défense des propriétaires de parcelles viabilisées de places d'armes. C'est vrai, c'est un parcours de combattant, mais aussi mon engagement depuis 2008 au sein du conseil municipal. C'est vrai, je suis conseillère de l'opposition. Je n'aime pas ce terme. Je préfère dire conseillère de la minorité. Parce que si j'ai été élue, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui ont cru en ce que nous voulions faire. Donc je suis au sein du Rassemblement populaire lamantinois. Vous avez compris. Ce sont des personnes des différents quartiers qui rencontraient des difficultés, qui avaient envie qu'on les écoute, qui nous ont fait confiance. Et jusqu'ici, je milite. Je milite et je travaille, peu importe l'orientation politique de la personne, nous travaillons ensemble pour le bien-être des Lamantinois.
Et quand M. Alfred Marie-Jeanne m'a demandé d'être sa suppléante, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que beaucoup de personnes au sein de mon quartier, que ce soit au Lamentin ou ailleurs, ont trouvé en cet homme une personne digne, responsable. Quand il vous donne sa parole, il tient sa parole. Et je vous dis, c'est vraiment rare dans ce pays, parce que c'est un homme qui accompagne, il l'aide. Il ne regarde pas l'orientation politique. Et puis, il vous donne un courage. Un courage. Le courage, c'est quoi? C'est le fait d'avancer. Et moi, je suis une femme de défi. Quand je regarde le parcours que j'ai eu, j'aurais pu glisser, comme certains de mon quartier. Je peux vous dire, parce que je suis issue du quartier Vieux-Pont. À l'époque, M. Gracian avait fait toute une politique d'aide au profit des personnes des plus modestes. Et on nous a donné une ébauche de logement, nous avons fait comme nous pouvions. Et nous nous sommes retrouvés à Place d'Armes. Et jusqu'ici, je milite avec la population, que ce soit de Place d'Armes, dans les autres quartiers, en Martinique, même dans le milieu associatif, nous essayons de faire avancer la Martinique. Et en tant qu'élu, je me suis rendu compte qu'il y avait certains problèmes dans le pays. Il y a ce qu'on appelle la politique de ville. C'est vrai, je siège au sein du groupement d'intérêt public du développement social et urbain. Et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il n'y a pas véritablement d'évaluation de ce type de politique. Et que c'est vrai, il n'y a pas si longtemps, j'étais au quartier Fourachaud et j'ai pu discuter avec certains jeunes, peu importe les incidents. Nous sommes jeunes, nous avons été jeunes, nous sommes parfois rebelles, mais ça a été l'occasion de voir comment les choses se sont dégradées, vraiment dégradées au sein de ces quartiers. Les jeunes au sein de ces quartiers ont le sentiment qu'on ne les aide pas. Les jeunes au sein de ces quartiers ont le sentiment qu'on les a laissés à l'abandon. Et c'est pour ça que je me suis engagée, pour qu'on revoie cette histoire, pour qu'on revoie la manière de mener cette politique de ville. Parce que ce n'est pas une politique de ville qui se met et qui se fait en concertation avec la population, à tel point que certains jeunes ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on met en place pour eux. J'ai fait le constat, en dehors du Lamentin, comme à Fort-de-France, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu des jeunes à Sainte-Thérèse rebeller parce qu'on fermait une petite boutique, alors que, vous savez, la plupart des ménages et des salariés sont en difficulté. Et c'est ce genre d'outils, qui maintient le lien social, qui tend à disparaître. En dehors de ces outils, nous avons les petites entreprises qui sont amenées à disparaître parce qu'il y a une forme de politique, voire de rénovation urbaine qui se fait sans concertation, sans proximité avec les habitants, la population, les entreprises. Donc je pense qu'il faut changer cela. C'est vrai, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je laisse la parole à M. Alfred Marie-Jeanne pour qu'il puisse nous parler de son travail au sein du Parlement, quel bilan qu'il peut nous donner quant à les différentes orientations qu'il aurait pu prendre pendant sa mandature, notamment au niveau de l'agriculture, de la culture, de l'économie. Alors, est-ce que tu peux me répondre quant à savoir quelles sont les questions pour toi qui ont été d'actualité pour la Martinique et ce travail que tu as pu faire au nom des Martiniquais?
je ne veux pas m'apitoyer sur le sort de ma suppléante. C'est elle qui est dans la voiture, qui a reçu la très grosse pierre. Je ne dis pas plus. Pour comprendre sa position, elle est descendue de voiture et elle a entamé le dialogue avec les jeunes. Sans rancœur, sans rancune. J'espère que vous comprendrez que ceux qui viennent vous parler ont aussi une âme et une conscience. En tant que député sortant, je pense que député rentrant dès le premier tour, mon bilan est ce qu'il est. Peut-être que pour certains, on peut supposer qu'il n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien fait et que je respecte, mais qui passent leur temps à noter les gens. Le peuple les notera le moment venu. Ce n'est pas moi qui me suis classé. Pendant les 12 derniers mois de la législature qui s'achève. Deuxième. Après, Monsieur le Premier ministre actuel Jean-Marc Ayrault, qui m'a coiffé au poteau. Concernant les questions d'actualité au gouvernement sur des problèmes très potents. Deuxième, sur 577 députés. C'est l'Assemblée qui m'a classé sixième. Vous écoutez? Pour les questions d'actualité sur les 5 ans qui se terminent là, de la mandature, toujours sur 577 députés. C'est la même Assemblée qui m'a classé 7e ex aequo, 8e ex aequo, disons, comme on dit en anglais, dans le top 10, parmi les 10 premiers concernant l'ensemble des questions orales. Je n'ai pas parlé des questions écrites. Par conséquent, je crois avoir rempli ma mission. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas posé, comment dirais-je, on n'a pas fait une proposition de loi, que pour autant, on n'a pas rempli sa mission convenablement. Je vous les juge. Puisque vous avez eu l'occasion d'écouter à maintes et maintes reprises, et entendre à maintes et maintes reprises mes interventions à l'Assemblée. Alors, pour répondre un peu aux questions qui m'ont posées, je vous dis très objectivement que je ne vis pas dans un monde irréel et désincarné. Écoutez, il y a une réalité ou des réalités dans notre pays actuellement là. Quels sont les problèmes qui nous assaillent, qui nous tiennent à la gorge? C'est bien sûr, je comprends, la cherté de la vie. Et là, je dois vous dire qu'à maintes et maintes reprises, je suis intervenu sur ces sujets-là. Je dois vous dire également que j'ai eu l'occasion de faire de mon mieux, concernant en particulier la loi relative à l'urbanisme commercial. Dans une longue intervention, j'ai parlé de ces problèmes. On ne peut pas les citer tous. Je vais parler également du problème du foncier actuellement en Martinique. Très simplement, je dirais, nous sommes un petit pays morné, tout le monde le sait. C'est-à-dire rien des morts, des vallons, où la terre agricole s'en va comme une peau de chagrin d'année en année. On perd pratiquement 1000 hectares de terrain chaque année, de bonnes terres agricoles. Et à ce niveau, il faut faire quoi? Il faut optimiser l'utilisation des terrains, optimiser. Et deuxièmement, il faut préserver la santé de nos sols agricoles. Car la santé de nos sols agricoles, c'est la santé en retour des Martiniquais qui y vivent. À ce niveau, j'ai longuement, il y a plusieurs pays, pas seul, d'autres l'ont fait. Je ne suis pas là pour défendre les autres. Plusieurs fois sur ces sujets-là. Alerter tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Ouais, vous vous rappelez, ça me revient à l'esprit en parlant, que ma première intervention date de 2002,
sur ce qu'on pourrait appeler l'utilisation intempestive des pesticides, disons ça comme ça. On m'avait répondu pratiquement de façon évasive. 2000, nous sommes en 2012, ça fait 12 ans. Je dirais c'est 12 ans de perdu. Heureusement qu'entre-temps, les choses commencent à évoluer. Je suis intervenu à maintes et maintes reprises sur le problème de la défiscalisation. Tout le monde le sait. Je le dis objectivement devant vous, nous ne sommes pas contre la défiscalisation. À partir du moment que ça ne cause pas un tort à notre pays. Et je me souviens à l'époque, j'avais attiré l'attention du gouvernement et des différents gouvernements pour dire que la défiscalisation ne devrait pas entraîner la déperdition de nos terrains agricoles. On ne m'a pas écouté. Ça arrive qu'on ne vous écoute pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas écouté une fois, qu'on ne vous a pas écouté 2 fois qu'il ne faut pas recommencer sans cesse. On dit, et je vous dis, que j'ai posé quand même, signé ou co-signé, 750 amendements. Je ne faisais pas de course avec les autres. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe à l'Assemblée. Lorsque vous aviez, quand c'était le cas, on ne sait pas, les élections ne sont pas encore passées, un groupe socialiste très important, un groupe UMP majoritaire très important. Il faut savoir que très souvent, il faut se batailler pour faire passer un amendement. Et sur mes amendements, une bonne trentaine ont été approuvés. Toujours pour rester dans le domaine agricole, des terrains, nous avons obtenu à plusieurs reprises, à maintes reprises, après être intervenu maintes et maintes fois pour que l'on comprenne très bien, bien nous avons obtenu que la loi puisse mettre dans le code non pas le photovoltaïque à même le sol, mais sur les bâtiments. C'est adopté. Donc ce n'est pas du premier coup qu'on réussit. Il faut revenir sans cesse sur le métier, comme dirait le fabuliste. Au moment où nous sommes, il y a le problème des prix, j'en ai parlé. Ce matin encore, aujourd'hui encore, ces jours-ci encore, on parle des prix des loyers exorbitants. Il faut savoir que ce n'est pas attaquer les gens en le disant, les promoteurs, mais il faut savoir qu'il y a en Martinique énormément de logements insalubres toujours, et dont les prix sont exorbitants. C'est ça que je veux faire comprendre. Et là, il faut faire un effort gigantesque. Donc si le gouvernement est prêt à faire un effort, il n'y a aucun problème, car je ne suis pas un sectaire à ce niveau. Et je dois dire, tout le monde le sait, que j'ai eu l'occasion de discuter avec les différents présidents de la République, que ce soit Jacques Chirac, que ce soit celui que l'on a mis out of, disons ça comme ça, Nicolas Sarkozy. Mais je ne veux pas dans les couloirs quémander quoi que ce soit. Je vais poser les vrais problèmes qui se posent dans notre pays concernant l'agriculture. Mais manifestement, on ne peut pas continuer comme ça. Au moment où tout le monde considère actuellement qu'il faut un développement, écoutez le mot savant, endogène. Cela veut dire mettre en valeur nos produits martiniquais. Combien de fois moi-même et avant moi d'autres personnes l'ont proposé? Le monde endogène n'a pas été proposé par les politiques en France. Ça a été proposé par nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, par ceux qui étaient à côté de nous et ceux qui peut-être nous ont précédés. Aujourd'hui, on nous fait la recommandation expresse du développement endogène. Je suis intervenu à l'Assemblée et je me souviens d'une formule que j'avais inventée en disant « Vous nous demandez de faire un développement endogène, mettre en valeur nos ressources, quand pratiquement vous les avez détruites. » Alors que l'exogène l'emporte actuellement sous l'endogène. J'ai menti?
ces problèmes avaient été posés convenablement par nous. Il ne s'agit pas de faire le palmarès d'anciens combattants, je regrette ça. Mais il s'agit de dire à tous ceux qui nous écoutent, nous avons fait un effort en cette matière. Oui. Et que par conséquent, on ne doit pas l'oublier. C'est vrai que tu parles du développement endogène. Est-ce que tu peux me donner quel a été ton positionnement concernant, je crois que tu as fait des interventions concernant l'octroi de mer. Effectivement, c'est un sujet, excusez-moi du peu, que je connais très bien. Et avant d'être président de région, du temps d'Émile Cabra, qui m'avait précédé, j'étais chargé de la commission octroi de mer. Et j'ai eu l'occasion à maintes reprises, non seulement de prendre contact avec la Guadeloupe toute proche, du temps où M. Michaud-Chevy était encore là, avec Antoine Karam, l'ancien président du conseil régional de la Guyane, à maintes reprises, pour tenter d'harmoniser entre nous les taux d'octroi de mer. De telle sorte que si on exonère à un moment donné certains produits de première nécessité, par contre, sur les produits de luxe, il faudrait augmenter un petit peu. Nous avons fait cela, nous ne sommes pas arrivés totalement à cette harmonisation. Je le regrette. Nous sommes déplacés ensemble pour aller voir le gouvernement français. Il faut savoir que l'octroi de mer sera sans doute remis en cause en 2014. Et j'entends des gens dire n'importe quoi ces temps-ci. Parce que l'octroi de mer joue un double rôle. Premièrement, c'est une ressource irremplaçable pour les collectivités. Et rappelez-vous que lors de la dernière grève importante de février-mars 2009, j'ai sorti un mot, ne touchez pas à notre octroi. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore de produit de remplacement. On remplace quelque chose qui marche relativement correctement par quoi? Comme ça. Or, l'Europe, et il faut le savoir, veut supprimer l'octroi de mer. L'octroi de mer, sans le dire, accordait quand même des facilités à nos petites entreprises martiniquaises. Et si nos petites entreprises martiniquaises ont beaucoup duré, c'est parce que nous avions mis à leur disposition des outils d'exonération, de telle sorte à tenir la brise par rapport aux produits importés. Vous comprenez ça? Donc, lorsque l'on attaque l'octroi de mer, on attaque à ce qui fait l'essence de notre pays. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire différemment, mais on ne peut pas bâtir sur une table rase. Et je me souviens très bien d'une démarche que nous avions faite en Europe. C'était M. Bolkestein, ce fameux Bolkestein. Et en arrivant, qu'est-ce qu'il nous dit? Le ministre de l'Outre-mer était là, hein? Quoique c'était Christian Paul. La première chose qu'il nous dit, essayez de nous convaincre de l'importance de l'octroi de mer, car si c'était pour lui seul, il y a longtemps que ça aurait été supprimé. C'était une douche froide. Les collègues qui m'accompagnaient ont défendu. Et puis, je l'ai invité très respectueusement à venir en Martinique pour voir ce qui avait été fait. Je l'avais peut-être un peu froissé en lui disant que la région à l'époque pouvait payer son billet d'avion. C'était pour voir que les subsides qu'on nous accordait n'étaient pas gaspillés partout. Voilà un peu ce que nous avons fait et j'ai essayé de répondre plus particulièrement, plus spécifiquement à ce point-là. On nous dit depuis quelque temps, il faut se tourner vers la Caraïbe. Il faut s'intégrer dans la Caraïbe. Et hélas, si on va mieux le couteau dans la pierre. Vous vous souvenez que de tout temps, j'ai voulu coopérer avec la Caraïbe. C'est le 6e continent que, comme ça, je l'appelle un peu par provocation. Et on m'avait dit, mais où commence la Caraïbe? Où finit-elle? Eh bien, elle est en pleine transformation. Elle est en pleine transformation. Dois-je vous dire que le Venezuela était venu me voir à l'époque, en tant que député, pour essayer de nous vendre de l'essence à meilleur marché. J'ai répondu que je n'étais pas le président de la République martiniquaise et que je n'avais pas le pouvoir de le faire. Et pourtant, le Venezuela vend à bon marché
si bénéfice pas qu'à crever poche, les plus gros, pour un petit soulagement, de qu'à crever poche les plus malheureux. On l'a refusé. Trinidad et Tobago est venu me voir, et on en parle ces temps-ci. J'ai été dans les deux cas le seul député, disons de la Martinique et de l'Outre-mer, à parler du problème du gazoduc. Mais oui, on était prêts à nous livrer du gaz à meilleur marché. Nous n'avons pas cette possibilité. Ce n'est pas un reproche que je fais à quiconque. Peut-être que des fois, j'ai trop exagéré dans le bon sens. Pourtant, je ne dis pas que je suis un visionnaire. Mais on ne doit pas, lorsqu'on est politique, regarder seulement le bout de ses pieds. Vous avez compris ça? On doit toujours regarder un peu plus loin parce que ça change. Et ça change drôlement dans la Caraïbe. Ça change drôlement dans la Caraïbe. On peut dire que le monde évolue en se recomposant. Et qu'on ne peut pas ignorer que la Caraïbe, même si dans certains cas, il y a des difficultés, mais il y a aussi des richesses à mettre, à valoriser. Donc c'est cela que j'ai essayé de faire, en anticipant. L'élu qui n'anticipe pas n'est pas un élu véritable. Voilà un petit peu, très rapidement ramassé, ce que j'ai voulu dire sur notre bilan. Je pense que globalement, il n'est pas si négatif que l'on croit. Donc, je crois avoir répondu sans faire de palmarès un petit peu aux attentes de cette population. Et c'est pourquoi je suis à nouveau candidat. Un nouveau candidat parce que le bilan parle de lui-même. Mais un nouveau candidat parce que le chômage actuellement, il fait rage. Et ce chômage frappe en particulier d'abord les femmes et puis notre jeunesse. Et souvent de fois, je dois dire que, et je le dis, la formation professionnelle, on en a fait beaucoup. On a même élargi les cercles de la formation professionnelle. Et chaque fois que l'on portait atteinte à l'emploi, je suis intervenu. À l'Assemblée, le premier qui soit intervenu sur les contrats aidés, c'était qui? C'était bien moi-même. Ça qui en Fallou Setao, ça qui en Bekou Patao. Et moi, constaté que même dès le ça qui en Fallou Patao encore, on a défendu ça énormément, plus d'une fois. J'avais averti à l'époque les syndicats, qui a attiré l'attention sur le problème de la santé. Et le problème de la santé se pose avec acuité dans notre pays. Ça m'a procuré, passer mon élection, des désagréments. Lorsque j'ai interpellé d'abord M. Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé. Ensuite, celle qui l'a remplacé, Mme Roselyne Bachelot. Ensuite, le Xavier Bertrand à nouveau. J'étais présent à toutes les réunions, même si je ne préside pas aux destinées de l'hôpital dans ce pays. Et j'ai posé des questions sans attaquer personne, pour dire qu'il y avait dans notre pays une bizarrerie particulière. C'est que les hôpitaux, pratiquement, l'hôpital public était particulièrement délabré dans certains cas. Et deuxièmement, qu'il y avait des déficits colossaux. Ben, j'ai eu mon grade, non pas par les ministères, mais par nos compatriotes, qui n'avaient pas compris. Eh bien, la situation se dégrade de jour en jour. Et c'est vrai, je ne suis pas le seul. Avec d'autres, nous sommes intervenus pour voir comment améliorer cette situation. Regardez comment actuellement se pose ce problème avec acuité. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction entre la population martiniquaise, on nous dit qui vieillit, et puis un hôpital public qui se dégrade. Poser le problème, c'est répondre aux nécessités de l'heure. Je l'ai fait à métropole, et bien souvent seul. Les autres sont intervenus après, bravo. Mais voilà ce que j'ai essayé de faire avec la volonté que vous connaissez. Je vais peut-être terminer et faire une petite conclusion. Moi, je pense que dans la situation actuelle, à ceux qui passent leur temps à nous dénigrer, à ceux qui passent leur temps à chercher à nous démolir, en prétendant qu'ils ont tout fait, qu'avant eux c'était le néant. J'ai l'impression c'est qu'actuellement c'est plutôt le néant, car les déficits augmentent partout, car les dettes augmentent partout. Personne ne peut rien me dire d'autre. C'est pourquoi je pense que avec les sympathisants, patriotes et sympathisants,
je vous demande, je fais un appel pressant pour ce pays, pour y prendre la relais. Avec qui? Avec Jean-Philippe Hilord, dans le Sud, un jeune diplômé, un jeune expérimenté, qui a un bac plus 6. Personne ne peut le nier. Avec Francis Carole, bien sûr, leur suppléante, qui soit présente à Fort-de-France. On ne peut pas dire que ce n'est pas un type pondéré. On ne peut pas dire qu'il n'est pas qualifié. On ne peut pas dire qu'il n'est pas expérimenté. On ne peut pas dire qu'il n'a pas fait des propositions concernant justement le décrochage des enfants scolaires. En faisant un rapport concernant famille, école, jeunes, insertion. Ce n'est pas parce que nous sommes loin de l'Europe que nous ne pensons pas, que nous ne savons pas réfléchir, que nous ne savons pas proposer. Et puis, il y a aussi Marcelin Nadeau qui se présente dans la circonscription du Nord. Vous pensez que Marcelin Nadeau est incompétent? On peut ne pas être d'accord avec lui. On peut avoir des reproches à nous faire. Ils ne sont pas compétents. 3 jeunes que je viens de citer, avec leurs suppléants, qualifiés, expérimentés, diplômés. Moi-même, bien, il fallait peut-être un petit peu un chef d'orchestre. Ils m'ont demandé de rester. Pourquoi? Parce que je l'avais dit, je terminerai là-dessus, qu'à partir du moment, grâce à mes interventions, il y a aussi à Claude Lise, comme on dit, nous avons pu obtenir la collectivité unique, mais des conditions très difficiles. Ben, je pensais que j'aurais pu mettre en place cette collectivité, je l'avais dit. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me chasse. Me chasser, c'est pas que quand l'on me déchouque. C'était le terme qui avait été employé sans faire de polémique. Et que par conséquent, je l'avais annoncé, peut-être trop tôt, que je mettrais la collectivité en place et je m'en irais. Mais il se trouve que la situation a drôlement empiré et que mon devoir de militant chevronné, mon devoir de Martiniquais entêté, mon devoir non pas d'avocat inscrit au barreau, mais inscrit au barreau du peuple martiniquais, je devais faire entendre ma voix et 10 autres. Écoutez ça encore 10 autres là, très sincèrement. Votez pour ma suppléante et votez pour Alfred Marie-Jeanne, votre défenseur de toujours, qui le restera, tant qu'il lui restera un souffle de vie. Je vous remercie.